Dans quelques semaines, je pars en Corée du Sud. Oui, je flex. Mais je sais pas si vous vous êtes déjà fait la remarque, mais il y a quelques années, on n'en entendait quasiment pas parler. Et en l'espace de quelques temps, c'est devenu l'un des pays les plus influents de la planète. Aujourd'hui, la Corée du Sud propose parmi les séries les plus regardées, les musiques les plus écoutées et les produits les plus consommés. Sa culture s'étend à travers le monde à une vitesse folle, et pourtant, 60 ans en arrière, le pays faisait partie des plus pauvres de la planète, avec un niveau de vie inférieur à celui du Kenya et proche de celui de l'Éthiopie. Comment, en l'espace de quelques décennies, la Corée du Sud est-elle passée de pays du tiers-monde à l'un des pays les plus influents de notre temps? C'est ce qu'on va voir ici, mais pour ça, il faut s'intéresser à son histoire. Revenons quelques temps en arrière, avant même que la Corée ne soit divisée. Au 19e siècle, des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres poussaient les pays asiatiques à commercer avec eux, souvent en utilisant la force ou en imposant des accords plutôt désavantageux. Pour éviter ça, la Corée a décidé de fermer ses portes, histoire de rester tranquille et à l'écart des ennuis. Cette neutralité lui a donc valu le surnom de royaume ermite. En parallèle, le Japon, qui faisait face aux mêmes pressions, a choisi de faire exactement le contraire. Au lieu de se fermer, ils ont lancé la restauration Meiji. Le but était de se moderniser à fond pour ressembler aux pays occidentaux, en espérant mieux se défendre et même rivaliser avec eux. Mais pour la Corée, cette stratégie n'a pas forcément été la meilleure sur le long terme, et le pays est devenu un simple pion dans les querelles entre les grandes puissances, comme le Japon, la Chine et la Russie. Finalement, au début du XXe siècle, le Japon décide d'annexer le pays du matin calme. Et c'est pas joli joli. Le Japon engage un plan de modernisation, mais surtout une très forte répression. Et il n'a pas perdu de temps pour transformer l'économie coréenne à son avantage. Ils ont pris le contrôle des finances, des ressources naturelles, et ont même colonisé des zones stratégiques le long des nouvelles voies ferrées qu'ils construisaient. Bref, ils se sont installés partout et ils ont aussi commencé à mettre en place des lois pour favoriser leurs propres entreprises. Bon, je vais pas rentrer dans les détails de toutes les horreurs qu'ont pu vivre les Coréens à cette époque, parce que c'est pas le but de cette vidéo, et il y aurait des choses bien sombres à dire. Mais malgré tout ça, il y a quand même eu quelques points positifs. Ça a permis de moderniser la Corée, de force, je te l'accorde, mais quand même, et après la Première Guerre mondiale, ça s'est accéléré avec l'industrialisation. Pour te donner un exemple, le gouverneur général japonais de l'époque a poussé la plantation de coton dans le sud de la Corée. Le secteur industriel, comme les industries de l'électricité, des engrais chimiques et des mines, a aussi commencé à se développer. Mais malgré cette industrialisation, la plupart des industries restaient sous contrôle japonais. Et donc, pour les Coréens, c'était pas top du tout. Déjà parce qu'ils gagnaient bien moins que les Japonais, et aussi parce que beaucoup d'entre eux finissaient par partir à l'étranger, en Mandchourie ou même au Japon, pour s'en sortir. Dis-toi qu'en 1945, avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait plus de 4 millions de Coréens qui travaillaient à l'étranger, souvent dans des conditions hyper dures. Sous la domination japonaise, la Corée a été forcée de se moderniser, mais à un coût énorme. Après la capitulation du Japon en 1945, la Corée retrouve son indépendance, mais c'est un pays profondément transformé et divisé. Et cette indépendance ne va pas durer très longtemps. Très rapidement, le pays se sépare en deux zones. Le nord, occupé par la Russie, et le sud, par les Américains et leurs alliés. C'est le début de la guerre de Corée, qui verra s'affronter les deux blocs dès 1950. Cette guerre ravage le pays avec plus de 150 000 morts, 250 000 blessés et 300 000 disparus uniquement pour la Corée du Sud. Pour la Corée du Nord, les estimations vont jusqu'à 1 million de morts. Le conflit ruine la plupart des villes du Sud, dont plus de 50% du potentiel industriel est détruit. Et autant te dire qu'entre ça, le chômage et l'inflation, le pays va avoir beaucoup de mal à se redresser. Après la guerre, la Corée du Sud apparaissait comme l'un des pays les plus pauvres du monde, avec un niveau de vie inférieur à celui du Kenya et proche de celui de l'Éthiopie. Quand on compare à aujourd'hui, c'est presque inimaginable, tellement les choses ont évolué. Ce n'est qu'à partir de 1957 que tout se stabilise un peu et que la Corée du Sud commence à sortir la tête de l'eau. Un certain Park Chung-hee prend le pouvoir en 61 et commence à nettoyer la maison. Il fait passer une loi anti-corruption pour éliminer les fonctionnaires corrompus, puis il crée l'association des entrepreneurs coréens pour booster le business local et lance des gros projets, comme un complexe sidérurgique à Ulsan. En plus, il rétablit les relations diplomatiques avec le Japon en 1966, ce qui est un gros deal vu les tensions historiques. Ces actions posent les bases d'une relance économique. On voit alors la Corée du Sud prendre son envol, l'industrie décolle, l'inflation se calme et le commerce extérieur explose. À partir de 1965, le won, donc la monnaie coréenne, commence même à se stabiliser et à gagner en valeur. Dans les années 70, la Corée du Sud met le turbo. Le pays ne se contente plus de suivre le rythme, mais commence à auto-entretenir sa croissance. Ça veut dire que l'économie grandit grâce à ce que le pays produit et exporte lui-même, ce qui est un sacré pas en avant. Et ça vient surtout de ces industries légères, comme les textiles. Mais ils se rendent compte que pour rester compétitifs, ils doivent aussi développer des industries plus lourdes et chimiques. Ils se tournent donc vers des industries stratégiques et commencent à développer des entreprises dans tous les domaines. En parlant de développement, la Corée du Sud devient même autosuffisante en riz à la fin des années 70, ce qui est un très gros succès pour un pays qui avait traditionnellement dû importer une partie de sa nourriture. Donc en l'espace de plus d'une décennie, le pays a fait un bond géant, mais avec
Ces avancées, il y a aussi des challenges. Dans les années 80 et jusqu'au milieu des années 90, la Corée du Sud fait face à un tas de défis, surtout internationaux. Vers 1980, le monde change pas mal. Les États-Unis connaissent un renouveau, le protectionnisme augmente, et il y a une grosse crise financière qui touche les pays en développement. Ça secoue pas mal l'économie coréenne et le pays doit s'adapter rapidement. Donc pour la Corée du Sud, les années 80 commencent plutôt mal, et son économie prend un gros coup. Son déficit explose, et les prix augmentent d'environ 25% par an. Autant te dire que c'est énorme. Il faut attendre 1982 pour que la situation commence à se stabiliser un peu. Et pour le pays, la fin de la décennie est une période de renouveau. La Corée du Sud manufacture de plus en plus, libéralise son économie, et les grands conglomérats, comme Samsung, Hyundai ou Daewoo, s'adaptent, se diversifient de plus en plus et s'internationalisent. Jusqu'à la fin des années 90, le pays connaît une croissance impressionnante. Tous les indicateurs sont au vert et des événements, comme les Jeux Olympiques de Séoul en 1988 et leur adhésion à l'OMC, donc l'Organisation Mondiale du Commerce, participent à booster encore plus leur économie. Vers le début du nouveau millénaire, il y a eu des hauts et des bas, mais globalement, la Corée du Sud s'en est très bien sortie. Et ces conglomérats ont su se faire adopter dans les pays occidentaux, participant en partie à son rayonnement. En 2024, la Corée du Sud fait partie des pays les plus riches de la planète, avec un produit intérieur brut de 1792 milliards de dollars par an. Dis-toi que le pays est en 13e position, juste derrière l'Italie. Mais au-delà de son économie, aujourd'hui, c'est surtout son rayonnement culturel qui nous marque particulièrement, avec des films comme Dernier train pour Busan, des séries comme Squid Game, des boys bands comme BTS, ou encore sa culture webtoon, comme Solo Leveling, que j'ai découvert dernièrement et qui est vraiment incroyable, je te le conseille. Comment en quelques années, ce petit pays au départ si compliqué a conquis le patrimoine culturel mondial? Il faut d'abord regarder ces grandes entreprises, comme Samsung et LG, qui ont toujours soutenu les arts. Par exemple, Samsung a même créé un musée en 2004, le musée Lium, qui est aujourd'hui un haut lieu de l'art contemporain. Et c'est pas tout. L'État coréen lui-même met la main à la pâte depuis les années 90, avec des projets comme le nouveau musée national de Corée, imaginé par un architecte français, Jean Nouvel. Ce mécénat s'est aussi rapidement tourné vers le sport. Le pays a lancé son propre championnat de baseball dans les années 80. Ce championnat est d'ailleurs dominé par les Samsung Lions, les Hyundai Unicorns et les LG Twins. Oui, les conglomérats sont partout. Puis ils se sont mis à sponsoriser des clubs étrangers, comme Samsung qui a sponsorisé l'équipe de foot de Chelsea et LG celle de Fulham. En étant présent à l'étranger auprès d'équipes reconnues, la Corée du Sud a petit à petit commencé à rentrer dans la culture collective. Les Jeux Olympiques qu'ils ont organisés sont aussi une totale réussite, et le pays se classe au 4e rang des nations avec le plus de médailles. L'organisation de la Coupe du Monde de football en 2002 a aussi participé à accentuer la renommée du pays. L'équipe nationale s'est alors hissée en demi-finale après avoir éliminé l'Espagne, l'Italie et le Portugal. Alors je m'y connais pas en foot, mais ça a l'air pas mal. La Corée du Sud a montré ses compétences en sport et ça s'est prouvé à de nombreuses autres reprises. D'abord avec ses sportifs qui performent particulièrement bien dans les compétitions internationales, mais aussi parce que la Corée est devenue un lieu privilégié pour l'organisation d'événements sportifs, comme les Jeux asiatiques de Busan en 2002 et d'Incheon en 2014, le championnat du monde d'athlétisme en 2010, les JO d'hiver, et le pays a même imposé le taekwondo aux Jeux Olympiques de 2000. Mais rien ne symbolise aussi bien le succès de la culture coréenne que la sortie de Gangnam Style en 2012, qui a littéralement propulsé l'industrie musicale coréenne dans la stratosphère. C'était la première vidéo YouTube à dépasser le milliard de vues, et à l'époque on l'entendait littéralement partout, où que tu sois dans le monde. Le cinéma coréen est aussi extrêmement développé. Il est d'ailleurs le plus important d'Asie. Et bien qu'il rencontre principalement son succès sur le continent, le pays est de plus en plus présent en Europe et en Amérique. Enfin, la K-pop, ce mélange unique de culture internationale et de touches traditionnelles coréennes, fait aussi des vagues partout dans le monde. L'État soutient énormément ses efforts en aidant les petites et moyennes entreprises à produire et à vendre des feuilletons et de la musique à l'étranger. Mais c'est pas tout. Pour stimuler la création au sein du pays, l'État met en place des quotas, limitant la distribution de films étrangers afin de soutenir la production et l'exportation d'œuvres coréennes. Bref, la Corée du Sud a vraiment réussi à se positionner comme une superpuissance économique, culturelle et sportive, en montrant comment tradition et modernité peuvent se mélanger harmonieusement pour rayonner à l'international. Le miracle coréen a probablement beaucoup de leçons à offrir. Selon toi, qu'est-ce qui fait que beaucoup de pays anciennement colonisés et qui ont connu la guerre, il y a plusieurs décennies, voire centaines d'années, peinent encore à se développer? Et que pourraient tirer ces pays de l'exemple coréen? À l'heure où sort la vidéo, je suis probablement dans l'avion direction Séoul, ou alors je suis pas loin de partir. Je sais pas encore comment je vais m'y prendre pour vous le partager, mais si vous voulez suivre cette aventure, voici mon TikTok et voici mon Instagram. Dans tous les cas, vous avez le lien en description. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner. Ciao!